que j'oublie, je remercie notre partenaire Graphic Alliance qui nous accueille sur son stand. Et si après cette conférence, vous avez envie d'en savoir un petit peu plus, vous nous retrouverez. C'est assez facile, on a tous des marinières. Donc n'hésitez pas à revenir vers nous. Il y a 2 ans, un de nos clients qui s'appelle l'OCDE vient me voir et me dit bah voilà, on travaille bien avec Keepic, on a mis nos vidéos dedans, on avait une autre plateforme pour gérer nos vidéos. Est-ce qu'on pourrait les mettre aussi dans Keepic? Évidemment, c'est fait pour ça. Et là, il me montre ça. Et là, qu'est-ce que je vois? Je vois une vidéo, mais je vois aussi tout un tas de fonctionnalités sur un player. Je vois du transcript, je vois des segments. Je dis, le problème, c'est que c'est pas vraiment une vidéo, c'est une vidéo, mais qui est une vidéo riche, avec plein de choses. Avec le player, moi, je peux pas la prendre, la mettre dans Keepic. C'est pas un MP4, c'est pas un Move. Quelques semaines après, il y a Orange, avec qui on travaille, ils sont très contents de Keepic, etc. Bon, et ils me disent, bon, on a une plateforme où on héberge des PDF. Est-ce qu'on pourrait la mettre dans Keepic? Évidemment, on peut gérer du PDF. Et là, ils me montrent ce qu'ils appellent la plateforme PDF. Donc effectivement, ils mettent un PDF sur une plateforme, puis ensuite, ils ont un bel outil d'édition. Puis entre la page 2 et la page 3, ils peuvent mettre une vidéo, ils peuvent mettre une animation derrière, etc. Une suite de création en ligne de médias riches. Eh bien non, on ne peut pas mettre ça directement dans Keepic, ce n'est pas supporté par un format de fichier. Et là, nous est venue l'idée de dire que, en fait, il y a de plus en plus de contenus qui sont créés par les marques, qui sont portés par des plateformes en ligne et qui ne se reposent plus sur des fichiers, qui ne sont plus des photos, des vidéos, des documents, qui sont autre chose, qui sont des liens dans lesquels on va pouvoir avoir une expérience utilisateur incroyable. C'est cette notion de médias riches et c'est de cela dont on va parler aujourd'hui. Selon nous, la création des contenus médias, telle qu'on l'a connue, avec du Photoshop, de l'Illustrator, etc., tous ces clients un peu lourds, ça va disparaître. Ça va disparaître au profit de plateformes en ligne qui vont permettre de créer directement des contenus. C'est ce que l'on fait aujourd'hui quand on met une vidéo dans YouTube, on met sa vidéo, et puis on va pouvoir bénéficier d'un chapitrage, d'une transcription automatique. D'accord ? Et il y a plein de communicants qui vont utiliser directement la plateforme, ils prennent le média brut, ils le mettent, ils font limite leur transformation directement en ligne. S'ils ne le font pas avec YouTube, ils le font avec Vimeo. Et donc tous ces outils de création en ligne, si vous avez des enfants qui commencent à faire leur rapport de stage, vous allez voir, ils utilisent Canva, une espèce de truc en ligne, c'est pas du Word, c'est pas du PowerPoint, c'est un truc directement en ligne. Alors c'est quoi ces médias riches? C'est des médias qui sont fabriqués par la plateforme, c'est des médias qui sont diffusés par la plateforme. Souvent, il y a quand même un média principal, une vidéo, un document, un son. Mais surtout, il y a un player qui est ultra riche, dans lequel on peut faire tout un tas de fonctionnalités. Et puis, on a des super statistiques, parce qu'on est au cœur du sujet. On sait exactement ce que fait chaque utilisateur. Donc ces rich médias, ça donne une expérience utilisateur incroyable. C'est très facile à fabriquer. C'est des générations très simples. J'importe. Tout est fait pour être facile à fabriquer, très loin d'un Adobe Premiere ou d'un InDesign. Le coût est assez faible, parce que même souvent, il y a des versions freemium qui existent. Et puis le déploiement, il est instantané. Et puis la nouvelle génération, elle arrive. Et si vous discutez un peu avec des élèves en école de communication et qui sortent là, Photoshop et tout ça, ils n'utilisent pas. C'est boring, quoi. C'est OK boomer, quoi. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont directement en ligne, ils ont des plateformes, ils se partagent des liens, et puis ils commencent à créer un contenu en ligne, comme ça, et puis ça fait le job. Donc, c'est des gens qui ont une grande maîtrise des outils cloud. Un des intérêts sur les outils traditionnels, ils sont en général très autonomes, et puis ils sont online first. Ce qui compte, c'est que ça soit en ligne. Petite question quand même, c'est que ces médias, ils restent en ligne et ils restent sur les plateformes qui les a créés. Si je prends une vidéo qui est dans YouTube, ok, je peux éventuellement, si je suis administrateur, récupérer cette vidéo, je vais avoir un pauvre MPEG 4, alors qu'en fait la valeur, elle est ailleurs. Elle est dans les commentaires, elle est dans les likes, elle est dans toutes les fonctionnalités riches qui ont été mises dans YouTube. Donc, ce qu'on commence à avoir, c'est ces rich médias commencent à être disséminés sur toutes les plateformes, parfois à l'insu des organes de gouvernance de l'entreprise, où les collaborateurs commencent à mettre du média riche, ils vont alimenter le e-commerce avec un objet en 3D qu'ils ont posé sur une plateforme, où ils vont faire une campagne de communication avec quelque chose qu'ils ont mis sur TikTok. On a mis 15 ans, 20 ans, Malika, 30 ans, je ne sais pas, à travailler sur le DAM pour dire il faut centraliser vos médias, on a des problématiques de gestion, on a du mal à les retrouver, on a du mal à les indexer, on a du mal à mettre des droits d'auteur dessus. On arrive à peine à faire ça que les utilisateurs commencent déjà à les mettre ailleurs.
Comment gouverner ce nouvel écosystème de rich media? C'est le pari de Keepic. Comment est-ce qu'on va faire pour retrouver tous ces contenus qui sont éparpillés sur le cloud? Comment on va piloter leur cycle de vie? Comment on va sécuriser les accès? Comment on va gérer les droits, les RGPD et tout ce qui va avec? Quand j'ai fait les premières présentations, les entreprises me disaient « Mais non, mais pas de ça chez nous, monsieur. Non, non, chez nous, c'est carré, on a une déontologie, on a des règles de gouvernance, c'est interdit d'utiliser des plateformes cloud. » Bon, dans ce cas-là, on prend le nom de la marque, on la tape dans Google, et puis immédiatement, on trouve tout un tas de contenus. Récemment, je faisais ça pour une marque de luxe, et j'ai tapé leur nom, et puis j'ai tapé SlideShare, c'est un outil pour créer des sortes de PowerPoint en ligne. Et là, on tombe sur quoi? On tombe sur le cahier des charges de leur prochain site e-commerce, qui avait été déposé sur SlideShare par un stagiaire, qui avait mis ça en complément de son rapport de stage. Donc en fait, les contenus sont déjà sur ces plateformes cloud, et à l'insu des entreprises. Solution 1, on dit on interdit ça, et on pense qu'on va pouvoir stopper cette vague de création de contenu riche. C'est une solution. Deuxième solution, c'est qu'on laisse les utilisateurs se débrouiller tout seuls et trouver par eux-mêmes la bonne réponse à ces usages, un pari qui nous semble un peu risqué. Et vous avez deviné, la troisième solution, c'est de commencer à appréhender la gouvernance de tous ces contenus riches, quel que soit l'endroit où ils sont stockés sur le web. C'est ce que chez nous on appelle le Rich Media Management, qui est le pendant du Digital Asset Management, mais pour tous ces contenus externes, tous ces contenus riches qui sont hébergés sur les plateformes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans un outil comme Keepic, vous pouvez d'ores et déjà connecter vos vidéos YouTube, vos documents Canva, vos vidéos Vimeo, du Sketchfab ou 300 autres plateformes qui vous permettent de référencer et d'indexer tous ces contenus médias. On va retrouver les mêmes usages que pour le DAM, mais pour des contenus externes, donc le classement, la recherche, les métadonnées, le cycle de vie, pouvoir y accéder par API, faire du collaboratif sur des vidéos YouTube qui sont mises en mode shadow dans YouTube. On va pouvoir peut-être avoir des workflows de validation, mais sur ces vidéos qui sont directement en ligne. Et puis évidemment, on va sécuriser tout ça. Ça donne quoi? Ça donne une plateforme qui vous permet de retrouver tous vos contenus de marque. C'est-à-dire quand vous allez créer vos contenus, vos visuels pour une campagne, typiquement, on va pouvoir mettre dans Keepic les photos, les vidéos, mais on va aussi pouvoir mettre les vidéos qui ont été postées sur YouTube, peut-être des podcasts qui parlent de la même campagne, peut-être des vidéos TikTok qui ont fait le buzz. Et les utilisateurs finaux, toute la population qui est dans l'écosystème graphique, va pouvoir consulter tous ces contenus, quelle que soit leur origine. Comment ça marche? On a un cas très simple, différentes manières de faire de l'acquisition, mais le cas le plus simple, c'est je vais sur YouTube, je prends l'URL que me donne YouTube, je la copie-colle dans un champ dans Keepic et automatiquement on va aller récupérer toutes les informations qui sont dans YouTube, les métadonnées, les embeds vidéo et tout ce qu'il y a avec. Un intérêt pour le e-commerce. Le e-commerce, ils sont toujours à la recherche d'une amélioration de l'expérience utilisateur. Le problème qu'ils ont, c'est que quand on cherche à avoir un nouveau média, par exemple un contenu 3D incroyable, il faut repasser par tout un cycle de fabrication, il faut mettre un bon player, il faut faire des transformations, c'est compliqué. Et en fait, les marques, elles se battent pour être en permanence je dirais les premiers à avoir une nouvelle forme de visualisation d'un contenu produit. L'idée est très simple, c'est-à-dire faites ce travail sur ces plateformes, parce qu'il y a des plateformes qui existent pour créer ces contenus très riches, simplement vous allez les référencer au sein d'un DAM. Et ce DAM va venir alimenter le e-commerce au même titre qu'il donnait les photos, les vidéos et autres. Là, il va vous donner tous les codes embed pour que vous puissiez les intégrer naturellement dans votre site e-commerce. Pas de boulot à faire pour ceux qui fabriquent le site e-commerce. Alors aujourd'hui, on a créé une connectivité à peu près avec 300 plateformes. On a commencé avec tout le monde de la vidéo, qui est clairement le premier sujet. Les premiers clients, c'était sur du YouTube. Arrive la question des podcasts. Les podcasts, comme des gens qui en parlent très bien ici, reviennent en force. Comment je fais pour gouverner toute ma galaxie de podcasts que j'ai mis sur des channels de sortie type Acast, Ocha ou Spotify? Comment je fais pour gérer tout ça? On peut le faire dans Keepic. Tous les documents Office, du Microsoft Office 365, du Google Drive, etc. Vous voyez, des documents qui ne sont plus vraiment ni des PowerPoint, ni... c'est des liens, on va pouvoir les intégrer dans Keepic. Et puis de la 3D avec du Matterport et du Sketchfab. Vous me suivez jusque-là? Ouais. Bon, on va voir ce que ça donne.
Alors, on va voir quelques études de cas, des vidéos sur le cloud, les podcasts d'entreprise. On va voir le cas des mini-sites, des objets 3D et puis d'autres use cases qui sont alimentés par les premiers clients qui ont fait l'adoption de ces technologies autour de la veille concurrentielle et la brand reputation. OK. Alors, les vidéos. Qu'est-ce que j'ai mis ici? Donc ça ressemble à un DAM, hein. C'est le DAM qui pique que vous voyez là. Sauf que les vidéos qui ont été mises ici, bah, c'est des vidéos de YouTube. Donc je vais prendre celle-là. Ah bah, voilà. Hop. Vous reconnaissez le player de YouTube, hein. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Bah, on va intégrer directement cet embed et bien sûr on va pouvoir mettre des métadonnées, hein, sur cette vidéo YouTube. Donc on va venir compléter en fait les informations que YouTube est capable de nous fournir en métadonnées, les champs de gestion des droits et tout ce qu'on veut faire. On peut prendre ce contenu et on peut le mettre dans un espace collaboratif. Hop. Directement comme ça, et je vais pouvoir ensuite le partager avec d'autres. Voilà. Donc tout d'un coup, je peux regrouper mes vidéos YouTube et puis je peux les partager avec d'autres utilisateurs. C'est peut-être pas que du YouTube, il peut y en avoir d'autres. Typiquement ici, du Vimeo. Donc j'ai intégré de la vidéo Vimeo, mais dans l'ONDAM. Donc je commence à faire mon 360 de marque avec ces contenus agrégés. Je peux utiliser d'autres formes de vidéos. Les vidéos de live streaming, c'est un sujet qui est souvent évoqué. Comment je fais pour gérer du live streaming, qui n'est pas vraiment une vidéo, une espèce de flux. Comment je gère ça? Bon, c'est très simple. J'ai intégré, là ici, France Info. Alors, je fais attention parce que les nouvelles en ce moment, elles sont tellement marrantes que c'est jamais très drôle, mais c'est un flux en fait. Donc on va intégrer dans les DAM un objet de live streaming, une sorte de vidéo permanente, hein, qui est faite. Donc pour les salons, pour l'événementiel, c'est particulièrement utilisé. Et puis plus récemment, on a mis en place la même chose chez TikTok. Donc là, j'ai intégré une vidéo TikTok dans Kipik. Voilà, donc je peux retrouver, je peux l'indexer, je peux la partager, je peux travailler dessus, je peux mettre des commentaires si j'en ai envie, ça peut être un espace de travail. L'intérêt derrière, c'est tous mes utilisateurs peuvent très facilement récupérer ces contenus en passant par la plateforme traditionnelle du DAM. Alors comment j'ai fait ça? Je vais faire un petit exemple. Je vais aller voir ici. Hop. Un TikTok. Je prends celui-là. Hop. Je prends cette URL. Puis je vais dire, je vais la rajouter dans mon dossier vidéo. Je vais faire rajouter. Je crée un élément. Donc qu'est-ce qu'on fait là? On va appeler TikTok. On dit, tiens, est-ce que tu connais cette URL? Est-ce que tu connais cette vidéo? Oui, je la connais. Bon, ok, donne-la moi. On va créer automatiquement la vignette pour pouvoir visualiser cette vidéo. Et puis ensuite, on va être capable de l'afficher. Le geste est trivial. L'étape d'après, c'est d'être capable de s'abonner à des chaînes et récupérer au quotidien tout ce qui est produit. Donc là, on commence à réfléchir à la problématique d'influenceurs, par exemple. Qu'est-ce qui se dit sur ma marque? Comment est-ce que je peux récupérer quand même quotidiennement toutes ces vidéos qui sont postées par ces influenceurs? Et ça, je vais pouvoir le ranger avec mes autres contenus médias de ma marque quand je fais mon annonce. Donc ça, c'est sur les aspects vidéo. Encore une fois, c'est vraiment le premier use case. Il y a une vertu aussi qu'on met en avant, c'est une question RSE. Est-ce que c'est vraiment bien raisonnable d'avoir des vidéos copiées 1000 fois, enfin une fois dans le DAM, une fois sur tel outil, etc. Nous, on pense qu'à terme, en fait, il y a des plateformes qui vont être tellement fortes en vidéo qu'on va d'abord les poster là. On va arrêter de payer de l'espace de stockage pour payer 3 ou 4 fois le stockage de ces vidéos. En faisant ça, on ne récupère pas physiquement les vidéos, on les laisse sur la plateforme, bien sûr, et on est capable de les visualiser quand même. Je suis clair? Ouais. Un exemple plutôt sur un use case, ce qu'on voit sur les marques, typiquement les tutoriaux vidéo, qui sont de plus en plus, que je sois dans l'agroalimentaire, je veux faire des recettes un peu animées, etc. Bon, est-ce que je mets ma vidéo dans le DAM? En fait, ce qui m'intéresse vraiment, c'est le channel, c'est la sortie et l'audience que ça va faire sur YouTube ou sur éventuellement Dailymotion.
Donc ça, c'est sur l'aspect vidéo. Deuxième exemple, c'est sur les podcasts. Je m'appelle EDF, j'ai une chaîne de podcast qui s'appelle Sport Énergie. Je peux lire mon podcast directement dans l'outil. On va avoir la même chose avec SoundCloud. Vous voyez, l'interface change un peu, évidemment, à chaque fois, puisque en fait, on intègre le player de chaque plateforme. Mais c'est là où est la richesse, en fait. C'est ces contenus riches qui permettent d'avoir de l'interactivité, d'avoir tout un tas de fonctionnalités. Quand vous regardez aujourd'hui le dynamisme des startups dans la création de contenu, il y en a là quelqu'un que je cite, parce qu'il est Frenchy, hein, donc c'est nos amis de PlayPlay. Vous voyez la vitesse à laquelle ils peuvent créer une vidéo, c'est instantané. Nous, en tant qu'éditeurs de dames, quand on voit ça, on se dit, ouais, il y a quelques clients qui nous demandent de faire une espèce de banc de montage dans Keepic, d'aller rajouter des fonctionnalités, mais on n'arrivera jamais à cet état de l'art. Et même si on y arrivait, on sait très bien que les communicants, c'est des créatifs. Donc un jour, ils vont prendre du play, puis un jour, ils vont dire, bon, ça, c'était pas mal, mais pour la vidéo qu'on veut faire, on a une autre plateforme qui serait plus adaptée. Bon. Pour nous, en tant qu'éditeurs de dames, essayer de couvrir tout le périmètre et de se dire, on va être les meilleurs en création vidéo, les meilleurs en création d'images dynamiques, les meilleurs en création 3D, c'est pas possible. Notre logique, c'est une logique d'intégration. Laissons faire ça. Laissons faire, utilisons ces plateformes de création et par contre, créons une gouvernance autour de tout ça. Du Spotify ? Okay. Donc là, toujours dans l'univers du podcast. Effectivement, les podcasts sans le son, c'est moins bien. Ouais, c'est bon. Et puis après, on peut s'amuser parce que finalement, on est capable de récupérer n'importe quel type de contenu, quelle que soit la plateforme. Ok, Spotify, SoundCloud, et puis un peu d'Apple Music, pourquoi pas. Apple Music, on peut enregistrer un morceau ou carrément un album entier. On a vu les vidéos, on a vu les podcasts. C'est les deux premiers médias qui nous sont demandés aujourd'hui par les marques. On peut aller un peu plus loin. Je vais aller directement à la partie 3D. La 3D. La 3D, c'est un sujet sympa parce que les formats de 3D aujourd'hui, ils sont toujours très variés. Il n'y a pas vraiment de normes qui existent. Il y a du WebGL, des choses comme ça. Mais en fait, il y a tout un tas de formats qui existent. Et c'est assez difficile, nous, en tant qu'éditeurs de dames, d'arriver à accepter tous ces formats, parce qu'à chaque fois, il faut être capable de les transformer. Il faut un player spécifique, qui est souvent un player qui est hérité de la technologie de celui qui les a conçus. Donc c'est très difficile. Et pourtant, des contenus 3D, ils explosent, parce que pour le e-commerce, c'est absolument nécessaire. On a des clients dans l'univers du patrimoine, ils commencent aussi à créer ces objets 3D pour conserver l'histoire. Qu'à cela ne tienne, créez vos contenus 3D sur une plateforme, et puis ensuite, on va en faire l'acquisition, simplement, et on va être capable de les indexer, d'aller mettre ces objets 3D, je me répète un peu, mais avec les photos produits, les vidéos produits, et toute votre campagne va pouvoir intégrer tout d'un coup ces objets 3D qui sont hébergés ailleurs. Donc là, sur un exemple simple, type un peu packshot, visuel produit simple. Okay. Donc là, en fait, c'est l'intégration avec Sketchfab, qui est une plateforme, une grande notoriété dans l'univers de la 3D. On peut aller plus loin, on va s'amuser, on va aller dans le côté des showrooms virtuels. Et là, on est chez Matterport. Donc qu'est-ce que j'ai ? Là, j'ai créé je suis allé en magasin, j'ai fait tourner une caméra 3D, il m'a scanné mon magasin, et puis ensuite, je suis allé dans la plateforme Matterport pour aller rajouter des points d'intérêt, pour avoir une expérience immersive de mon magasin. C'est un objet média, pour le coup, ultra riche média, super riche média. Finalement, dans mon DAM, je vais pouvoir retrouver toutes les fonctionnalités que propose Matterport. Je vais pouvoir naviguer, je vais pouvoir avoir mes points d'intérêt. Et ça, il faut le voir à la fois dans une logique de conservation et de centralisation, mais n'oublions pas derrière, notre objectif, il est d'aller alimenter la diffusion. Donc quand on est dans le corporate, c'est aller alimenter les brand centers. Quand on est dans le e-commerce, c'est aller alimenter les sites.
Toujours clair? Ouais. Alors d'autres cas, toujours dans l'univers de la marque. Là, c'est un de nos clients, c'est Stellantis. Eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils commercialisent des voitures, hein, Peugeot, Citroën, Fiat, etc. Mais à chaque fois qu'ils font une sortie de véhicule, ils cherchent à faire un mini-site. Bon, donc un mini-site par véhicule. Et puis ils ont 200 pays. Donc je laisse compter le nombre de mini-sites qu'ils ont. Comment est-ce qu'on fait pour retrouver ces mini-sites? Comment est-ce que je fais? Moi, je suis un communicant. J'ai besoin de retrouver les photos, les vidéos du véhicule, mais aussi les mini-sites dans lesquels c'est exposé. Il n'y a pas de lieu pour faire ça. En fait, il faut se souvenir de l'URL, d'un mail qui a été envoyé 3 mois avant, ou avoir une espèce de super bookmark géant sur son ordinateur. L'idée, c'est simplement de pouvoir intégrer ces mini-sites de campagne marketing directement au sein de Keepic. Et là, tout d'un coup, on a encore autre chose. On a une espèce de catalogue en ligne qui est le mini-site, en l'occurrence pour la 3008. Okay. On peut imaginer d'autres choses aussi. Simplement, là en l'occurrence, c'est un mini-site. Hein, c'est pour les scooters, je clique dessus et je retombe sur le mini-site. Donc je commence non seulement à pouvoir mettre des objets rich media, mais finalement on s'aperçoit qu'on peut intégrer dans le DAM finalement n'importe quel type d'URL, n'importe quel site. Et je commence à pouvoir référencer. Et là, je comprends mon DAM d'une manière un peu différente. Ce n'est pas simplement un lieu de stockage de photos et de vidéos, mais c'est un lieu d'agrégation de tous mes contenus qui sont en ligne. Un cas qui nous était soumis par un client. La veille concurrentielle. Comment est-ce que je fais pour avoir une mémoire de ce que font mes compétiteurs? Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont sur Internet, ils vont voir des sites des compétiteurs, ils vont voir une vidéo, un post TikTok, ce genre de choses. Puis ensuite, ces liens, ils en font quoi? Ils vont mettre ça dans un mail, ils vont mettre ça dans un fichier Excel partagé éventuellement. C'est assez pauvre quand même, si on veut mettre des métadonnées, puis si on commence à en avoir beaucoup. Finalement, on s'aperçoit qu'avec cette notion de rich media, on peut agréger aussi le contenu des autres. Et donc là, moi, si je m'intéresse à la joaillerie, je vais pouvoir regarder ce qu'ont fait mes confrères. Donc je vais pouvoir, la Rolex de tout à l'heure, qu'on avait vu dans Sketchfab. Là, je suis dans SlideShare. Dans SlideShare, je vais pouvoir retrouver une présentation qui a été faite sur Patek. C'est du SlideShare, du YouTube. Donc ça reste là les formats qu'on a vus tout à l'heure, mais un autre usage, un usage de veille économique. Et ça, je vais pouvoir le partager auprès de toute ma communauté. Et donc, comme je suis dans un DAM, je peux mettre des tags, je peux les ranger, je peux les organiser. Donc je peux organiser toute ma veille concurrentielle avec tous les médias de tous mes compétiteurs. On a vu des médias très riches, d'autres qui sont courants, y compris dans l'usage marketing communication, c'est simplement les documents Office. On a l'habitude des documents Office, les points PPT, les points DocX, etc. Mais de plus en plus, on est sur des documents qui sont directement en ligne. Office 365 ou un Google Slide, un Google Doc, etc. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas mettre ça dans un DAM. Ce n'est pas un fichier, c'est un lien. Comment je fais? Moi, si je veux faire une campagne et je veux mettre un PowerPoint de présentation, soit je télécharge le PowerPoint et je l'importe. Dans ce cas-là, je casse complètement le cycle de vie. Soit je me dis, non, mais c'est un rich media comme un autre. Donc je peux, au sein de l'outil, directement intégrer ce lien et je retrouve Google Slide au sein de mon DAM. Et là, on est en mode complètement dynamique. C'est-à-dire que si quelqu'un modifie le PowerPoint, je vais le voir instantanément. S'il travaille sur son fichier Excel, de la même façon. Donc je vais pouvoir ranger ce PowerPoint au sein de mon DAM, enfin ce document, justement pas PowerPoint, Google Slide directement dedans. D'autres peut-être plus traditionnels, mais finalement qui sont toujours d'actualité, les images enrichies. Donc là je suis chez Geniali. Geniali, au départ, il permettait de créer une image et puis de mettre des points d'intérêt dessus. Puis quand je clique dessus, j'avais un peu plus d'infos. Et puis ils s'enrichissent, quoi. Donc ça devient une image, presque une sorte de mini-site interactif. Vous voyez, donc c'est un quiz, un jeu, ce genre de choses.
il est bien créé par une plateforme, mais on va pouvoir le référencer, encore une fois, avec le reste de mes contenus de la maison. Du brand awareness, qu'est-ce qui se dit sur Keepic, hein, retrouver tous les sites qui parlent de Keepic. Donc je vais avoir, je sais pas quoi, ici, là c'est une vidéo. Là c'est sur le site Akeneo, qui est un de nos partenaires. Donc finalement, je peux mettre dans mon DAM n'importe quelle URL, et nous, notre métier, il était capable de récupérer cette URL, de la présenter correctement, de vous faire le player embed qui va bien pour les présenter aux utilisateurs. Puis là, on peut se faire plaisir. On peut aller voir carrément des NFT. Hein, donc je peux référencer dans Keepic, hein, des choses qui ne coûtent pas très cher. Là. Petit NFT Soccer Dog. D'autres besoins sont apparus quand on a présenté ça, c'est par exemple la gestion de projet marketing. C'est un vrai enjeu pour les éditeurs de DAM, parce que une fois qu'on a dit qu'on a rangé tous les contenus médias, on a bien envie de participer au processus de production et de mettre en place des workflows de création. Bon. Quand j'en discute avec à peu près l'intégralité des éditeurs de DAM, ils disent c'est dur. Alors pourquoi c'est dur? Mais parce que les équipes marketing, elles ont leurs habitudes. Et ce n'est pas les gens les plus enclins à aller adopter des principes, on va dire, coercitifs de travail. Mais la première vérité, c'est qu'ils utilisent déjà des choses. Souvent, ils utilisent un Monday, ils utilisent un fichier Excel pour faire leur planning. Le seul truc, c'est que ces documents, il y a une vraie séparation entre ces médias qui sont mis d'un côté dans le DAM et leurs outils de travail, de production et de suivi. On a un cas comme ça, c'est chez Système U, dans l'univers produit. Qu'est-ce que veut faire Système U? Il veut faire du rebranding sur des pots de moutarde et de mayonnaise. C'est assez sexy hein, comme présentation. Comment ils font ça? En fait, ce qu'ils faisaient jusqu'à pendant toute une période, il y avait quelqu'un qui, quand on cherchait à refaire la gamme produit, il allait rechercher toutes les photos dans le DAM, il mettait ça dans InDesign. Puis l'agence elle facturait, autant passer, ça prend 2 jours. Tiens. Ensuite, ils ont dit non, on va passer sur du PowerPoint. Puis après, ils se sont dit bon, c'est pas très vivant, on va passer sur du Google Slide en ligne. Mais il y avait toujours une différence entre où étaient stockés les médias et ce PowerPoint en ligne. Qu'à cela ne tienne, on intègre au sein de la gamme Système U le relookage des sauces froides. Et comment c'est venu, ça, cette idée? C'est que la personne qui nous a demandé dit mais est-ce qu'on ne pourrait pas mettre dans Keepic un outil où on pourrait faire du picking de photos, on mettrait ça dans une page avec une sorte d'éditeur HTML avancé. Alors, j'ai dit, ouais, bon, sympa à développer. Bon. Ouais, et puis il faudrait qu'on puisse mettre des flèches, parce que des fois, on a envie de préciser quelque chose et mettre un peu de texte, et puis des fois, on a envie d'encadrer ou carrément de rayer, parce que c'est plus la gamme. Ah, j'ai dit, non, là, on va jamais y arriver, en fait. C'est PowerPoint que tu me demandes de refaire. Donc, au lieu de se positionner, nous, en espèce de fabricant de tous ces outils, non, on dit ok, ce qu'on va juste faire, c'est on va créer cette petite passerelle, vous continuez à utiliser les outils Google Slide tels que vous en avez l'habitude, on va pouvoir les intégrer directement dans Keepic, et au sein du même dossier, vous allez pouvoir retrouver à la fois vos produits et à la fois le PowerPoint. Et puis, on va en profiter, puisqu'on a la capacité à le faire, intégrer le planning directement au sein du même outil. Donc là, on n'est pas en train de réinventer la roue, de se dire on va faire le millionième diagramme de Gantt de suivi de projet, ce que font tous les outils de gestion de projet traditionnels. On ne va pas réinventer ça. On va simplement se positionner en intégration. Et tout d'un coup, il y a plein d'idées qui arrivent. En termes de transformation digitale, c'est important. Parce que quand une équipe elle a mis en place quand même un processus de travail, allez lui dire non, maintenant, on a choisi un DAM et vous allez vous conformer à ce que fait le DAM. Dire que la levée de bouclier, elle est assez élevée. Puis ils trouveront toujours un truc qui ne va pas, parce que pour eux, c'était plus facile, je suis dans Excel, je recopie mes lignes, mes colonnes, etc. Le refaire, c'était très compliqué. Donc c'est vraiment la logique de Keepic, ce qu'on appelle aujourd'hui le best of breed, c'est de dire, on ne va pas tout réinventer, il y a des choses qui existent et qui sont très bien, on va plutôt chercher à les intégrer sur toutes ces créations de contenu média. On peut en voir d'autres. Ici, c'est simplement référencer le site All for Content. J'ai saisi l'URL de All for Content.
Et puis ça enregistre ce site et je suis capable d'y retourner. Est-ce que mon message vous parle? Et est-ce que ça soulève des questions? Est-ce qu'il y en a qui ont déjà expérimenté ce type de problématique de gérer des contenus, d'avoir à gérer des contenus massifs dans l'audio et la vidéo? Ou est-ce que je vous parle de quelque chose qui est science-fictionnel? Non, c'est pas une science-fiction. Non, le besoin est là. Mon interrogation, elle est sur la durée de vie et la pérennité des liens qui sont mis en place. Alors, il y a des cas, évidemment, quand c'est la chaîne YouTube officielle de l'entreprise, c'est, je pense, un peu géré, mais je pense qu'il y a quand même aussi une notion de droit et des choses comme ça que vous avez pris en compte. Voilà, c'est vraiment ça. Même aujourd'hui, on a des clients qui utilisent, même Keepic, et qui ont besoin d'avoir un champ, parce que Keepic permet de le faire avec une URL, pour justement documenter ou rebondir sur une page web qui décrit un peu plus le produit, des choses comme ça. On l'autorise, on l'accepte, mais quid de la durée de ça? Parce que sur nos solutions d'âme, il ne faut pas oublier qu'on est quand même sur des plateformes. Au-delà de la partie je diffuse les dernières photos de la dernière campagne, on est aussi sur le patrimoine de l'entreprise avec des contenus. Ouais. Voilà. Sinon, c'est top. Oui, merci. En fait, c'est une vraie question. Et aujourd'hui, on n'a pas réponse à tout. En fait, on est en train de défricher un univers. On n'est pas très nombreux à le faire. On commence à comprendre un petit peu mieux cet écosystème qui se passe, mais en fait, ça se passe déjà. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de contenus uniques qui sont postés sur des plateformes. Sauf que l'entreprise n'en sait rien. Et donc, parfois, c'est que des comptes perso. J'ai besoin de faire un événement, il y a un petit site qui me permet de faire un peu une espèce d'animation événementielle. Je le crée, c'est avec mon compte, mon Gmail, et puis ensuite, ça disparaît. Donc la question de la pérennité des contenus de marque sur ces plateformes, il est réel. On y répond pour l'instant partiellement, parce qu'effectivement, si je mets une vidéo dans YouTube, que je l'intègre dans Keepic et que je la supprime de YouTube, elle disparaît. Seul petit avantage, c'est qu'on le sait. Et on est capable de le détecter, on est capable de prévenir. Ce qui est quand même déjà une avancée. Mais la gouvernance des contenus qui sont sur le cloud, en fait, on fait que démarrer. Bon, on n'est pas à documation ici, mais quand même, si j'aborde un sujet sur la partie de la science du langage, comment est-ce que je fais pour retrouver des contenus alors qu'en fait, des utilisateurs ont tagué des contenus de façon très différente entre ce qu'ils ont fait sur YouTube, sur Ocha, dans le DAM et ailleurs? Il y a cette problématique de convergence des langages de communication qui est réelle. Nous, on le voit quand on fait de l'intégration de YouTube, on reçoit tout un tas de métadonnées de YouTube qui n'ont rien à voir avec celles qui ont été mises dans le DAM. Donc on commence à travailler ces questions-là, mais qui sont des questions importantes pour les marques. Comment on les trouve, par quelle terminologie. Donc voilà, ça soulève en fait tout un. Je pense qu'on est au tout début en fait d'une vague qui est beaucoup plus forte. Mais moi, mon avis, c'est que la manière de créer les contenus médias tels qu'on l'a vécu jusqu'à présent, avec des agences qui ont des outils desktop et qui vont... tout ça, dans quelques années, ce sera exceptionnel. Donc ça va arriver. Donc il faut l'appréhender. C'est ce que je disais sur les entreprises qui disent non, chez nous c'est interdit. Tu peux dire ce que tu veux que c'est interdit. Oui, ok, c'est interdit, mais ils le font quand même. Oui, il faut quand même juste faire attention parce que, en plus de tout ça, l'élément que l'on peut référencer sur la plateforme DAM, on va le rendre visible auprès de la grande communauté de l'entreprise. Et peut-être qu'en fait, le fichier c'est pas la version officielle de la vidéo, du produit, des choses comme ça. Enfin, effectivement, je pense que ça soulève plein de questions. De gouvernance. Là, je crois que tu as bien démarré. Ouais. On a des clients aussi qui avaient des abonnements typiquement chez Vimeo. Ils disent j'ai 500 médias dans Vimeo, alors pourquoi je les mettrais dans le DAM? Tu vas les mettre dans le DAM parce que dans Vimeo, tu ne vas pas gérer les droits d'auteur, tu ne vas pas gérer la diffusion, c'est pas sur ton portail, etc. Ouais, mais je vais payer 2 fois le stockage. Je dis ok, c'est vrai. Et puis Vimeo, en plus, il commence à montrer les fonctionnalités innovantes de Vimeo en termes de création vidéo. Je dis bon on va pas y aller, hein, pas nous. Bon, quand je dis pas nous, mais c'est personne éditeur de DAM, même à Adobe, ils vont pas aller s'amuser à faire ça, ou ils vont réussir à couvrir 20% du spectre. Hein, mais il y aura toujours autre chose qui va sortir.
Voilà. Donc on n'a pas réponse à tout, hein, je dis assez souvent, on explore un nouveau territoire et c'est ça qui nous plaît bien aussi chez Keeping. Mais sachez qu'il y a déjà chez nous à peu près 8 clients qui ont, on a lancé ça en février, donc 8 clients qui ont déjà adopté ça, pour l'instant essentiellement sur la partie vidéo et sur la partie podcast. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, je vais en voir d'autres. Ok. Tiens, Guillaume, puisqu'il nous reste du temps, poser une question. Toi, tu avais un use case récemment qui t'a été soumis, tu t'en souviens ? Merci pour l'invitation. Ouais, c'est spontané. Oui, dans le cas de la distribution, donc notre client Le Galet, qui aujourd'hui travaille avec plus de 700 fournisseurs. Donc aussi bien donc c'est le secteur du B2B, de la construction, ça va être aussi bien des fournisseurs comme Bosch, comme Black & Decker et ce genre de fournisseurs. Ils ont une vraie problématique aujourd'hui pour arriver en fait à récupérer l'ensemble des contenus auprès de leurs fournisseurs. Ils récupèrent parfois des visuels produits, parfois des notices, parfois dans les bons formats, parfois dans les mauvais formats. Et souvent, ils ont besoin d'exposer ça sur leur site e-commerce en rajoutant justement des vidéos YouTube, en rajoutant tout un tas de contenus. Et donc on leur a présenté le module de Rich Media, et donc ça va leur faciliter la vie pour venir récolter en fait tous ces contenus riches produits sur d'autres plateformes, et après derrière pouvoir les exposer directement sur leur site e-commerce. Donc ils viennent enrichir en fait la vente de leurs produits et surtout en fait la vente des produits de leurs différents fournisseurs directement sur leur site. Par exemple. Merci pour ce très beau témoignage. Ok, et écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, on peut en rester là. Je suis intarissable sur le sujet, donc si vous voulez découvrir d'autres fonctionnalités, c'est avec grand plaisir.